Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce tout dernier jour ensoleillé du mois d'avril. Toute l'actualité près de chez vous, invités, reportages, météo, découvertes, environnement et les sports avec la principauté de Monaco qui prend son virage et son visage familier du mois de mai, 3 semaines avant le Grand Prix de Formule 1, avec ce week-end une double dose de Formule électrique. 2 courses du championnat du monde de e-prix samedi et dimanche après-midi. Alors coup de projecteur ce soir sur une formule qui monte avec le pilote allemand résident à Monaco et ancien pilote Venturi, Maro Engel. Nos préoccupations en matière d'environnement avec ce voyage très utile en Turquie pour la Fondation Prince Albert II, en quête encore et toujours de nouvelles solutions pour protéger notre écosystème. Tout près de chez vous, l'inauguration d'un nouveau poste de police à l'entrée du jardin exotique et la visite officielle du commandant de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 7 à Brignoles, toujours très proche du corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Au parc Princesse Antoinette, la terre s'est ouverte ce mercredi matin pour accueillir un jeune arbre de Judée, un geste symbolique porté par la mairie de Monaco et l'Office national des forêts dans le cadre de l'opération Une naissance, un arbre. Léa Dutrouille et Thomas Deus étaient sur place. Chaque enfant né en principauté l'année passée est représenté par une pousse enracinée, promesse de croissance et d'avenir. L'arbre de Judée choisit cette année d'être connu pour ses fleurs roses éclatantes au printemps, une espèce méditerranéenne aussi belle que résiliente. Depuis 2008, donc nous avons planté 15 000 arbres. Il faut savoir qu'environ chaque année, il y a 1000 naissances en principauté. Donc cette année, il y a 721 naissances. Donc c'est pour ça que nous allons planter exactement 721 arbres aujourd'hui. Ça s'inscrit vraiment dans toute notre politique environnementale. Et c'est notamment une campagne qui a été lancée par les Nations Unies et qui s'appelle Plantons pour la planète, dont l'objectif est de planter 1 milliard d'arbres. Et c'est une opération qui est soutenue aussi par notre prince souverain. Derrière cette plantation, un message fort, sensibiliser les familles et les plus jeunes à la biodiversité urbaine, mais aussi inscrire dans le paysage monégasque la trace discrète d'un engagement pour la planète. Ces partenariats nous permettent de faire des plantations sur des parcelles qui sont aujourd'hui en reconquête. Voilà. On essaie de reconstruire le peuplement forestier qui a été détruit. Un acte simple en apparence, mais chargé de sens. Car planter un arbre, c'est semer une mémoire et offrir aux générations futures un peu plus qu'un souvenir, un refuge, une ombre, une histoire. Un nouveau poste de police a vu le jour en principauté. Situé en entrée de ville dans le quartier du jardin exotique, le site a été inauguré ce matin par la marraine de la sûreté publique, Charlotte Casiraghi. Retour en images sur cette première avec Sarah Inkari et Alex Avial. 125 mètres carrés flambant neufs, les agents de la sûreté publique ont investi officiellement ce nouveau poste de police ce mercredi 30 avril, situé au 95 boulevard du Jardin Exotique, au sein de l'immeuble édifié dans le cadre du projet Entrée de ville ouest supérieure. Ce site permet aux forces de l'ordre de renforcer leur présence aux frontières de la principauté. C'est tout à fait important effectivement pour la principauté de Monaco et pour sa sécurité. On est sur un poste d'entrée de ville. C'est un des points importants de contrôle. Il fallait absolument qu'en appui du contrôle qui se fait sur la voie publique, on lui donne aussi un poste qui permette à l'usager de gêner avant vraiment faire un dépôt de plainte, ou permettre aussi aux agents de pouvoir se poser quelques instants. Composé d'une zone d'accueil, de bureaux, d'une salle de repos, de 2 cellules et de plusieurs salles techniques. La livraison de ce poste, qui est le 14e, s'inscrit dans le programme souhaité par le gouvernement princier. Il est basé sur la réhabilitation d'implantations existantes et la création de nouvelles. Il reste dans nos attentes ce qui concerne la division de police maritime aéroportuaire, dont le site est actuellement quai Antoine Ier. C'est un bâtiment qui est assez ancien. On a une piste très forte. Et on devrait pouvoir bénéficier bientôt d'un poste tout neuf qui nous permettra de faire une nouvelle inauguration. Rendez-vous donc dans quelques mois. En attendant, l'attention est portée sur ces murs bénis pour l'occasion, sur cette plaque dévoilée par la marraine de la sûreté publique, Charlotte Casiraghi, et puis sur ce drapeau flottant désormais dans les airs, tout un symbole.
Et on reste dans le domaine de la force publique, avec une visite chez les sapeurs-pompiers de Monaco cette fois-ci. Le colonel Nicolas Rénine, chef de corps de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 7 de Brignoles. Il était en principauté aujourd'hui pour une rencontre dans le cadre de l'accord entre la France et Monaco permettant aux pompiers monégasques d'intégrer des détachements, on le sait, de la sécurité civile française. Tous les détails dans ce reportage d'Alban Jean-Jambre et Alexa Vial. Il salue le corps des sapeurs-pompiers de Monaco pour la première fois. Le colonel Nicolas Rénine, chef de corps de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 7 de Brignoles, rencontre ses homologues monégasques. Au programme présentation du corps et de son fonctionnement, entretien avec le chef de corps et découverte des engins spéciaux. On n'a pas tout à fait les mêmes missions. À notre niveau, on est moyen national de la sécurité civile, régiment d'intervention et d'instruction de la sécurité civile. Et à ce titre-là, on fait énormément, par exemple, de feux de forêt ou de séismes. Et on ne fait pas de feux urbains, ce qui est le cas, ce qui est une des spécificités ici. Donc du matériel qui est sensiblement différent, mais des procédures et des façons de travailler, et puis un état d'esprit qui nous rejoint, celui de la protection des concitoyens. Au-delà de l'accord qui lie la principauté à la France dans le cas de détachement à l'étranger, Monaco et Brignoles ont l'habitude de travailler ensemble. On est également partenaires pour la formation. On forme des pompiers de Monaco à Brignoles et Brignoles nous renforce dans le cadre des Grands Prix. Là, les Grands Prix arrivent rapidement. Il y a 9 militaires de l'USC 7 qui vient renforcer les effectifs du corps des sapeurs-pompiers de Monaco pour couvrir cet événement. Donc c'est effectivement de mieux se connaître. L'idée c'est de présenter un peu nos particularités et surtout les spécificités qui peuvent les intéresser dans le cadre de projections sur des théâtres d'opérations extérieurs. Un passage par la place du Palais lors de la relève de la garde était prévu pour une meilleure connaissance de la principauté. L'AMAD a réuni aujourd'hui ses partenaires africains pour une conférence au Novotel. 3 projets ont été mis en lumière, tous centrés sur les droits et les besoins des enfants. Reportage de Christine Dapetit-Tomel et Lionel Bernardi. Ce mardi, l'AMAD Monaco a réuni ses partenaires au Novotel pour faire le point sur plusieurs projets essentiels menés sur le terrain et notamment en Afrique. Au cœur des échanges, l'état civil, l'accès à l'énergie et la santé. Au Burkina Faso, avec l'association Tintoua, l'AMAD s'est engagée à régulariser 10 000 enfants sans papier, leur ouvrant ainsi les portes de l'école. En parallèle avec Palobdé, elle soutient la production et la distribution de protections hygiéniques lavables pour les collégiennes afin de lutter contre l'absentéisme scolaire. Vous l'aurez donc compris, l'AMAD agit chaque jour pour offrir un avenir meilleur à des milliers d'enfants de par le monde, comme pour Floride, une jeune fille issue du Burundi qui a perdu l'ensemble de sa famille et qui aujourd'hui est une brillante étudiante en médecine. Des récits bouleversants qui ont mis en lumière l'impact de ces actions solidaires. Avant l'AMAD, c'était la galère totale. C'était le désespoir qui régnait. Je ne voyais pas... En fait, je doutais de mon avenir. Mais après avoir été soutenue par l'AMAD, à travers la FVS qui est locale chez nous au Burundi, vraiment la vie, j'ai de l'espoir. Je vais pouvoir accomplir mon rêve. Je me forme bien en médecine et je crois que je serai capable d'être un médecin compétent. Ah oui, et tout ça grâce à l'AMAD, tout ça grâce à la DCI, aux différents partenaires qui ont pu soutenir ma vie, mes études. Et enfin, au Sénégal, c'est l'accès à l'énergie qui mobilise les efforts. Avec le partenariat, un réseau de distribution au dernier kilomètre est mis en place pour alimenter les zones les plus isolées. Grâce à l'ensemble de ces actions, au-delà des chiffres, ce sont des vies transformées, des droits rétablis et une dignité retrouvée. Un engagement salué aujourd'hui au Novotel. Événement à Monaco, double dose ce week-end de sport motorisé à l'électrique avec 2 grands prix de Formule E, samedi 15h05 et notez-le bien, même horaire le dimanche, 2 courses à vivre en direct, en intégralité sur Monaco Info avec le tandem
Franck Phillips, Frédéric Elion. L'IPRI qui ne cesse d'évoluer avec pas moins de 17 épreuves désormais au programme. Avec notre invité ce soir, Maro Engel, le pilote allemand de saison au sein de l'écurie monégasque Venturi, on s'en souvient là aussi, et une très belle carrière en endurance avec notamment des succès à Daytona ou encore au Nürburgring et puis vainqueur de la dernière Coupe du Monde en catégorie FIA GT. On va donc pouvoir s'intéresser sans plus tarder à l'évolution du championnat du monde de Formule électrique. Maro Engel, bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. L'électrique, c'est tout naturellement l'avenir pour l'automobile de compétition? Ça va jouer un grand rôle et une grande partie de l'avenir, ça c'est sûr. Je pense que la Formule 1, elle est en bonne voie, donc logiquement, notamment ici à Monaco, pour un long futur. Mais la Formule E a pris sa place et jouera un grand rôle dans le futur. En tant que résident monégasque, vous qui êtes arrivé vers l'âge de 3 ans ici en Principauté, vous connaissez le circuit par cœur. C'est important d'avoir non pas un Grand Prix cette année, mais avoir 2 doses de Grand Prix, non pas de F1, attention, hein, pas se tromper, de IPRI. Alors je pense que tout ce mois de mai, il est vraiment fantastique pour le sport automobile. Donc avec le prix qui commence et ensuite le Grand Prix de Formule 1 vers la fin mai. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ici sur ce circuit qui est très très technique, qui en demande beaucoup aux pilotes, c'est un beau mois. On se souvient qu'au balbutiement, au début de la Formule I, à Monaco, on ne montait pas les côtes, hein, on restait en bas vers le port. Hein. Exactement. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de courir sur le grand circuit à l'époque en Formule E. Là, maintenant, depuis quelques années, la Formule E court sur le même tracé que la Formule 1. Je pense que ça a été un bon choix. Et comparé à la Formule 1, en Formule I, on a quand même pas mal de dépassements. Donc à ce niveau-là, c'est assez intéressant et ça sera sûrement une course intéressante ce week-end. Il y a toujours l'observateur qui est là, le spectateur qui est même devant sa télé, devant Monaco Info, qui peut changer la donne, donner du boost toujours. C'est une invention que je pense que la Formule I, elle était une des premières catégories à donner cette opportunité. Alors certes, quand vous le prenez, c'est génial. Quand vous le prenez pas, c'est pas top parce que vous avez quelqu'un derrière vous peut-être qui a justement cette puissance en plus. C'est un gadget qui marche en Formule E. Et ça marche très bien en Formule E en plus parce que les spectateurs, on peut interagir, ça c'est important. Exactement, on peut interagir et on peut influencer d'une petite manière le résultat final. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui, par rapport aux premières voitures Venturi, l'écurie monégasque que vous avez pu piloter, qu'est-ce qui a évolué? C'est la puissance? On voit bien qu'il y a des nouvelles voitures et une nouvelle génération qui viennent d'arriver, par exemple? Alors il y a eu beaucoup de changements au fur et à mesure du temps. À l'époque, on changeait encore les voitures. Donc à mi-course, on rentrait dans les stands, on faisait un changement de voiture qui, à son pic de performance, se faisait en 7 secondes. Aujourd'hui, on ne change plus les voitures. C'est la même voiture du départ jusqu'à la fin. On a les attaques mode. Donc il faut aller chercher l'attaque mode pour quitter la trajectoire, pour aller le chercher, l'activer. Donc un plus de puissance. Mais surtout, aujourd'hui, les voitures, elles sont 4 roues motrices aussi. Donc elles bénéficient d'une accélération supérieure de ce qu'on avait à l'époque. Il y a aussi plus de puissance. Et le 4 roues motrices, ça aide à amener cette puissance par terre parce que il y a quand même beaucoup de couples dans une voiture électrique, dans une voiture de course électrique surtout. Donc il faut savoir mettre ce couple, cette puissance par terre. Et là, le 4 roues motrices joue un grand rôle. Vous avez piloté sur tout type, hein, tout prototype, j'allais dire, mais aussi, mais surtout sur tout type de voiture. Là, vous êtes en tête, vous avez gagné la Coupe du Monde l'an dernier avec le circuit aussi très urbain de Macao. Les DTM, les GT, l'endurance, ça n'a aucun secret pour vous. Est-ce qu'un jour, c'est la question qu'on se pose souvent, est-ce qu'un jour, il n'y aura plus que de la formule électrique? Est-ce que ça va arriver bientôt ou très très loin dans le temps? Alors je vais être sincère avec vous, j'espère pas, parce que bon, j'ai quand même j'ai grandi avec la Formule 1, j'ai grandi avec un son merveilleux et je cours aujourd'hui toujours avec des voitures thermiques qui font un bruit, qui a une émotion fantastique, mais au-delà de il y a 10 ans ou 11 ans quand la Formule I a démarré, la Formule I a vraiment gagné sa place et c'est une fixture permanente dans le calendrier, non pas seulement ici à Monaco, mais dans le monde entier. Donc c'est vraiment une catégorie qui est là pour rester. Avec des pilotes que l'on retrouve chaque année, comme les Buemi, comme les Verne ou Wehrlein pour vous, d'origine allemande. Hein. Exactement, bon, c'est beaucoup de pilotes que je connais très bien au fur et à mesure de ma carrière, que j'ai croisé en karting, que j'ai croisé en Formule I ou dans d'autres catégories. Et le niveau donc de pilotage dans la Formule I est très très élevé. Ça on le sait tous. C'est une catégorie où il y a un niveau extrêmement haut au niveau des pilotes, au niveau des écuries, au niveau des constructeurs. Donc ça, tout le monde en est très conscient.
juste pour conclure, Monaco pour vous, en tant que pilote en Allemagne, très copain et très proche d'un vainqueur du Grand Prix de Formule 1 ici, le petit Rosberg bien sûr, c'est la même génération. Pour vous, Monaco c'est le Grand Prix, c'est le circuit Monaco électrique, c'est Das Grand Prix? C'est le Graal. Monaco, c'est le Graal. C'est le Grand Prix le plus prestigieux. C'est le Grand Prix que tout le monde a envie de gagner. Donc, que c'était en karting à l'époque, quand on a eu la Kart Cup ici, que ce soit en Formule 1, tout le monde veut gagner à Monaco. Donc, dans mon domaine, malheureusement, avec les voitures de GT, on ne court pas à Monaco. Donc, ce qu'il y a le plus proche, c'est Macao. Donc, j'en suis très fier d'avoir gagné 4 fois à Macao. Donc, pareil, ici à Monaco, tout le monde sait que c'est un challenge pour le pilote et donc tout le monde veut gagner ici, il y a un prestige. Merci d'avoir été en tout cas avec nous. Bon week-end de Grand Prix avec cette double dose de Grand Prix samedi et dimanche. Je rappelle également qu'à Monaco, vous participez à cette grande association, vous faites partie de l'association Peace and Sport, vous êtes ambassadeur de la paix. Ça, c'est important pour les valeurs que vous portez aussi, Maro. Je pense qu'en tant que sportif professionnel, on a un devoir, une responsabilité et une opportunité surtout d'influencer dans les régions et dans des situations où le sport peut promouvoir la paix. Et j'en suis très fier de faire partie de Peace and Sport depuis presque les débuts maintenant. Et que cette association-là, qui s'engage à travers le monde et qui a rejoint énormément de projets d'enfants, de jeunes, et qui a fait beaucoup de travail positif, qu'elle est basée et qu'elle fait ses travaux ici à partir de Monaco. Merci d'avoir pris en tout cas du temps pour nous ce soir sur Monaco Info. Belle soirée à vous, Maro Engel. Merci, bonne soirée. Et pour en savoir plus, pour aller encore plus loin aux côtés de Maro Engel, prenez le temps d'écouter le podcast de Monaco Info réalisé par Geneviève Berthy, disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées dès que vous le souhaitez. À l'étranger, en Turquie, face à la sécheresse et la dégradation des sols, des agriculteurs prennent le virage de l'économie durable dans le bassin du Bouk Menderes où l'eau douce irrigue des champs de coton. Un projet novateur mise sur l'agriculture régénérative et la restauration des zones humides afin de protéger la biodiversité et garantir un avenir aux communautés locales. Le reportage de nos envoyés spéciaux en Turquie, Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni. Le bassin du Bouk Menderes, situé dans le sud-ouest de la Turquie, est l'une des principales sources d'eau douce du pays, essentielle à plus de 2,5 millions de personnes. Depuis la Grèce antique, elle serpente entre les civilisations. La rivière Bouk Menderes, pilier de l'eau douce turque, irrigue les champs de coton, alimente 60% des exportations textiles du pays et fait vivre des écosystèmes fragiles comme le lac de Bafa ou le delta, refuge d'espèces menacées. Mais l'agriculture intensive, la pollution et la sécheresse rongent la région. L'eau se raréfie, la biodiversité s'effondre. L'anguille d'Europe, espèce migratrice emblématique, voit ses routes bloquées, ses habitats détruits. Ce n'est pas seulement une urgence écologique, c'est une urgence humaine, car protéger ces anguilles, c'est préserver un mode de vie, des emplois, une économie tout entière. This is the core of civil society. We have to be present for hope, for collective action, to tackle problems all together, to vision a better future. Our mission is to create vision and dream together with stakeholders and identify solutions for problems and act together. Of course, there is always hope and we see hope. Dans le bassin du Bouk Menderes, un vent nouveau souffle sur les terres agricoles. Les sols épuisés ont poussé les cultivateurs à changer de cap. Depuis 2018, l'agriculture régénérative y prend racine, guidée par des experts turcs et internationaux. L'objectif, réparer les terres devenues presque stériles. Aujourd'hui, ce modèle durable fait ses preuves, moins de produits chimiques, une irrigation modernisée et jusqu'à 60% d'eau économisée par rapport aux méthodes classiques. Direkt ekim yaptığımız için toprak işleme yapılmadığı için topraktaki biyocanlılığı sağlamış oluyoruz. Topraktaki biyocanlıların yapısını, yuvasını bozmamış oluyoruz. Aynı zamanda yakıt tasarrufu da yapıyoruz. Biyoçeşitliliği arttırdığımız için kimyasal gübre kullanımımız da azalıyor. Aynı zamanda da az sulamayla da pestisit kullanımının önüne geçmiş oluyoruz.
En collaboration avec les communautés locales, le monde agricole, les autorités et les ONG, ce projet entend créer un modèle de gestion durable des ressources en eau douce pour toute la Turquie. Comme chaque année, l'AMI, l'association monégasque ibéro-américaine, revient avec son traditionnel dîner caritatif. La thématique de cette édition, l'héritage des Incas, avec un repas inspiré du Pérou, un défilé de mode également ou encore des danses folkloriques péruviennes, une soirée qui permet de rappeler toutes les actions menées par l'association. Alban Gingembre et Alex Avial étaient présents hier soir au Yacht Club de Monaco. Rouge, c'est le dress code pour cette soirée dédiée à l'héritage des Incas. L'association monégasque ibéro-américaine vient en aide aux pays d'Amérique latine dans le besoin. Cette soirée caritative permet de récolter des dons pour mener à bien ses actions. Nous avons déjà aidé, par exemple, en Colombie, en maison de retraite, et à la suite, nous avons aussi soutenu au Pérou pour un restaurant solidaire que nous avons déjà fini. À la suite aussi, nous avons aidé en République dominicaine et en Équateur aussi. C'est surtout le sport et le rugby avec la Fondation Princesse Charlène que nous sommes aussi en partenariat avec eux. Pour nous, c'est important tant la question sociale qui est développée par l'association, comme la question de la promotion, la connaissance des pays qui se développent à partir de ces activités à Monaco. Cette soirée, c'est un voyage au cœur du Pérou à travers sa gastronomie, ses danses folkloriques ou encore sa mode. Nous nous sommes rassemblés autour d'une table de la nourriture, des danses, des défilés, de plein de choses, mais pour un but vraiment humanitaire, pour aider tous les peuples dépourvus, des associations, des enfants qui ont besoin de notre aide. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle destination en Amérique latine. Hier, l'institution François d'Assise Nicolas Barré accueillait la deuxième édition du Cube Young Courage Award, une initiative internationale qui mêle art, engagement et éducation. Plus d'explications avec Christinda Petit-Homel. Dans la salle polyvalente de l'institution François d'Assise Nicolas Barré, un cube blanc de 2 mètres de haut capte tous les regards. Ce projet venu de Suède, baptisé le Cube, chaque être humain peut faire la différence, vise à sensibiliser les lycéens aux droits de l'homme tout en les reliant à d'autres jeunes à travers le monde. On essaie de les rendre sensibles à la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a la chance d'être dans un État qui est extrêmement privilégié et très paisible, mais pour eux, c'est une façon de s'ouvrir sur le monde, concrète, de connaître à la fois ce qui se passe dans le monde et aussi prendre conscience qu'ils peuvent agir, donc ça c'est très bien. Et en effet, ils ont été au début un peu surpris, et nous aussi, et c'était un moment très créatif. Et quand on voit les réalisations, on pense que je pense qu'on a réussi, et, grâce à l'organisation du Cube, du fameux Cube, on a fait tout ça en quelques mois, et c'était une belle aventure. Mais ce cube aux parois épurées n'est pas un simple objet d'exposition. Il incarne un véritable engagement puisqu'il renferme l'article 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Surtout, il devient un support de création pour les élèves. Texte, danse, vidéo, peinture ou photographie, un espace de liberté où chacun a pu s'exprimer et laisser libre cours à sa créativité. Alors moi j'ai choisi le droit contre l'esclavage parce que je trouve ça essentiel, surtout aujourd'hui puisque on est encore témoin de beaucoup de cas d'esclavage, notamment dans les pays un peu plus d'Orient, tout ça. Donc je trouvais ça essentiel de mettre en valeur dans mon projet. Le droit de la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit au repos, parce que comme ils l'ont dit tout à l'heure, c'est un droit vraiment essentiel. Le sommeil, se reposer, c'est vraiment, si on n'a pas de repos, on peut rien faire de nos journées, on ne peut pas se dépenser, on ne peut pas réfléchir. Physiquement et même mentalement, ça ne peut que être handicapant de ne pas avoir ce repos pour nous. J'ai appris que c'était essentiel et que tout le monde devait en bénéficier, sans exception, et que tous les humains naissaient et étaient tous égaux. On a choisi ce droit et après nous l'avons récité à un micro, puis nous avons expliqué pourquoi nous l'avons choisi et notre ressenti par rapport à ce droit.
Une manière originale et forte de rappeler que les droits humains ne vivent pas seulement dans les textes, mais aussi dans l'expression et l'action des plus jeunes, des valeurs universelles que chacun peut faire vivre, même à l'intérieur d'un cube. Depuis plus de 2 ans, le service Petite Enfance et Famille de la mairie propose de nombreux ateliers au sein des espaces parents. Ces rendez-vous permettent de rencontrer des professionnels de la petite enfance, comme des psychologues, des infirmières puéricultrices ou des éducateurs tout simplement de jeunes enfants, mais également d'autres familles. Et ce mardi s'est déroulé un atelier avec pour thème l'homoparentalité. Je vous propose d'écouter la psychologue de l'atelier au micro de Fabien Bonilla. Peu importe la forme de la configuration de la famille, ce qui compte, c'est le lien qu'on va avoir et la réponse qu'on va apporter à son enfant, qu'elle soit bienveillante, cohérente et permanente dans le temps. C'est ce qui va faire que l'enfant se sentira bien. Plus le parent il sera aussi serein avec son histoire et avec ce qu'il a envie de porter auprès de son enfant, plus son enfant sera serein aussi avec ça et pourra en être fier quand il le partagera autour de lui. En réalité, la forme de parentalité, elle n'a pas vraiment d'impact. Ce qui compte, c'est le lien d'attachement qu'on va avoir avec son enfant. C'est de pouvoir répondre à ses besoins, que ce soit physiologiques et affectifs, pour qu'il puisse créer une base de sécurité avec ses parents. Et en fait, c'est ce qui va permettre à l'enfant de pouvoir évoluer au mieux dans la société ensuite. Parce que ce qui est confrontant, ça va être le regard des autres. Et c'est d'être armé, je dirais, sur son histoire et de pouvoir avoir des outils pour après être confronté au questionnement que ça peut susciter quand on rencontre l'autre qui a un modèle parental différent. Prochain atelier organisé à l'espace parents du foyer Sainte-Dévote le vendredi 9 mai à 12h30 avec pour thématique comment mieux aborder la période du postpartum. Les coordonnées du service se sont affichées, vous le voyez, en bas de votre écran. Après votre météo, signée Christinda Petit-Homel pour ces prochaines heures, retrouvez ce soir, comme chaque mercredi, les échos du pavillon monégasque au Japon, les grands moments et les coulisses de l'exposition universelle d'Osaka 2025, avec notamment cette semaine la visite du conseiller du gouvernement, Pierre-André Chiappori, ministre des Finances et de l'Économie. Comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour avec la visite officielle du colonel Rinine en principauté, commandant l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 7 à Brignoles, dans le cadre des échanges permanents avec le corps des sapeurs-pompiers monégasques. Les photos sont signées Stéphane Dana. Je vous donne rendez-vous pour ma part demain, 19h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Eh bien, demain, le temps sera au beau fixe. Du soleil le matin, du soleil l'après-midi. Un très beau premier jour du mois de mai. Et puis sinon, demain, nous souhaiterons une bonne fête à toutes les Florine. Alors, qui est Florine? Eh bien, il s'agit d'une sainte venue d'Irlande, une jeune vierge qui a souhaité confier toute sa vie à Dieu. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.